Bonjour à toutes et tous. Donc, on se retrouve ce matin pour la matinale RH consacrée au RIFSEP, donc le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Cette matinale va vous être présentée par le service conseil statutaire. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je suis du coup Blandine Gadio, je suis responsable du pôle expertise juridique et organisationnelle, médiation et concours. Et je suis accompagnée des 3 conseillers statutaires, Aude Violta, Frédéric Denis-Andrivet et Benoît Chaput. On a essayé de penser cette matinale d'une manière assez fonctionnelle et méthodique. On ne va pas forcément rentrer dans des aspects très techniques et réglementaires, notamment en termes de plafond ou autres des indemnités, mais plutôt essayer de vous accompagner pour avoir une vision d'ensemble de cette politique indemnitaire et de comment on doit réfléchir pour la mettre en place dans la collectivité. Donc, on va être énormément sur des aspects méthodologiques pour vous expliquer le dispositif et peu dans une approche réglementaire au sens texte et plafond, voilà, considérant que c'est plus constructif pour vous de vous donner à voir cette démarche et de reprendre après dans des échanges un peu plus individuels des questions sur des montants. On va dérouler la présentation, il y aura ensuite un temps d'échange. Je vous inviterai à utiliser de préférence le chat pour poser vos questions, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir une qualité de son qui permette les prises de parole. Mais je vais céder la parole à mes collègues et je vous souhaite une bonne matinale. Dans un premier temps, avant de rentrer dans le vif du sujet du RIFSEP, un petit rappel sur le cadre juridique du régime indemnitaire avec 2 principes notamment. Le principe de libre administration, donc spécifique à la fonction publique territoriale qu'on connaît bien. Donc le régime indemnitaire, c'est vraiment une composante facultative de la rémunération. Donc vous avez votre traitement brut indiciaire, des éléments accessoires qui s'y ajoutent, avec des éléments qui seront obligatoires sous condition, donc là, par exemple la nouvelle bonification indiciaire, et des éléments accessoires facultatifs, donc le régime indemnitaire et donc le RIFSEP. C'est un élément facultatif. Puisque c'est un élément facultatif, c'est une décision de l'organe délibérant. Donc, il vous faut délibérer pour mettre en place votre régime indemnitaire après avis du comité social territorial. Dans l'ordre, c'est un projet que vous présentez au comité social territorial qui va rendre un avis. Et une fois que vous avez cet avis définitif, vous pourrez délibérer. Et votre délibération, elle va venir prévoir un cadre général de votre régime indemnitaire, c'est-à-dire les bénéficiaires, les critères de modulation individuelle, les montants plafonds, l'impact des absences et encore les modalités de versement. Et c'est sur la base en fait, de ce cadre général que l'autorité territoriale va pouvoir fixer le régime indemnitaire, le montant du régime indemnitaire pour chaque agent par arrêté individuel. Ça, c'est notre premier principe. Le second, c'est le principe de parité. Le principe de parité, ça veut dire que notre régime indemnitaire ne peut pas être plus favorable que celui de la fonction publique d'État, pour des fonctions équivalentes. Donc, ça veut dire que pour en bénéficier, pour que les agents territoriaux puissent en bénéficier, il faut qu'il y ait des équivalences dans la fonction publique d'État. Bénéficiaires équivalents à ceux de la fonction publique d'État. On a une équivalence cadre d'emploi de la fonction publique territoriale, corps de la fonction publique d'État. Les corps de la fonction publique d'État, ce sont des cadres d'emploi. On les appelle corps. Il faudra aussi respecter les montants plafonds de la fonction publique d'État. Donc, on ne peut pas faire plus que les agents de l'État. On peut faire moins, on peut faire égal. Il faudra aussi respecter le principe même de la prime et sa finalité, ce pourquoi elle est instaurée, et respecter également les modalités de versement prévues en cas d'absence. On ne peut pas maintenir un régime indemnitaire de manière plus favorable que dans la fonction publique de l'État. Donc voilà pour les 2 principes sur le régime indemnitaire, libre administration à concilier avec le principe de parité.
Donc, je vais enchaîner sur quelle est la définition de ce régime indemnitaire et comment il s'articule en fait. Donc, le RIFSEP, comme on vous a dit au début, c'est un régime indemnitaire qui va tenir compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Et c'est donc un régime indemnitaire qui est composé en deux parts. C'est un régime indemnitaire qui avait été institué dans la fonction publique d'État. Donc, dans la fonction publique territoriale, au vu des principes que vous a évoqués ma collègue, on a bien l'obligation de reprendre ces deux parts et de mettre en œuvre avec ces deux parts. Donc, les deux parts du RIFSEP, ça va être l'IFSE, indemnité de fonction de suggestion et d'expertise. Donc là, ça va être la part qui va être liée vraiment à l'emploi, en fait, donc aux fonctions que l'agent va occuper dans son emploi. Et donc, pour fixer en fait l'IFSE, on va avoir comme critère de prise en compte le niveau de responsabilité, d'expertise et de suggestion de l'emploi. On va avoir une petite partie dans l'IFSE qui va être en lien avec l'agent qui occupe l'emploi. Comme on le verra plus tard, vous verrez que normalement, c'est plutôt des critères tenant à l'emploi, mais quand même, on a une petite part dans l'IFSE qui est liée à l'agent et notamment son expérience professionnelle qui va pouvoir être prise en compte pour déterminer le montant de l'IFSE. Donc, cette part, là, l'IFSE, c'est la part principale. Elle a vocation à être versée mensuellement, même si ce n'est pas une obligation. C'est comme ça que c'est dans la fonction publique d'État, mais dans la fonction publique territoriale, on pourrait décider d'autres versements, mais comme elle est liée aux fonctions, c'est vrai que la plupart du temps, elle est versée mensuellement. La deuxième part, ça va être ce qu'on appelle un complément, donc le complément indemnitaire annuel, qui, lui, va être plutôt lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir de l'agent. Et pour pouvoir apprécier justement ces éléments, on va notamment s'appuyer sur l'entretien professionnel. Donc là, on est vraiment dans quelque chose plus qui tient à l'investissement, par exemple, personnel de l'agent. Et donc, du coup, on n'est plus sur un montant mensuel, mais plutôt sur un versement annuel qui sera en lien avec l'entretien professionnel, du coup. Ce régime indemnitaire, le RIFSEP, il a été mis en place dans un souci de simplification, en fait. Et donc, sa vocation, c'est de se substituer à la plupart des régimes indemnitaires qui pouvaient exister. Donc, du coup, il va être exclusif de tout ce qui peut être en lien avec les fonctions et manières de servir. Donc, on vous a remis un peu les primes avec lesquelles il n'est pas cumulable. Alors, vous allez retrouver notamment l'indemnité d'exercice de mission des préfectures, l'indemnité d'administration et de technicité, puisque justement, elles ont été fondues dans ce régime indemnitaire-là, mais vous avez d'autres choses comme l'indemnité de régisseur d'avance et de recettes, etc. Et les seuls éléments qui pourront continuer d'être cumulés avec le RIFSEP, ça va être toutes les indemnités qui viennent compenser une contrainte ou une suggestion particulière, notamment tout ce qui va être travail de nuit, jours fériés, travail du dimanche, les astreintes. Donc tout ça, on va pouvoir continuer de le cumuler avec le RIFSEP. Et puis vous avez aussi d'autres primes, par exemple, qui viennent compenser les pertes de pouvoir d'achat, comme la garantie individuelle de pouvoir d'achat, la JIPA. Donc ça, c'est pas exclusif, on peut bien continuer de les verser. Maintenant, je vous ai défini un petit peu le cadre du RIFSEP. On va s'attacher à voir comment, en fait, on va pouvoir le mettre en place. Donc, on va avoir un état des lieux et des prérequis, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir déjà avoir une première étape de mise à jour, voire d'élaboration, en fait, d'outils sur lesquels on va s'appuyer en fait pour mettre en place ce régime indemnitaire ou le faire évoluer. Donc ces outils, ça va être notamment les fiches de poste, puisque les fiches de poste sont là pour en fait vous rappeler les emplois. Donc un des outils majeurs en fait dans le RIFSEP, ça va être vraiment les fiches de poste, l'organigramme. Vous pouvez aussi vous servir du tableau des emplois. Et comme on l'a vu précédemment, l'entretien professionnel aussi pour la PARCEA, puisqu'il y a aussi des critères. Il y a pas mal de choses qui vont pouvoir vous servir. Donc, c'est déjà de commencer par faire un petit peu un état des lieux de ce que vous avez. Ensuite, vous allez avoir un travail en fait de recensement des emplois. Alors, que ce soit les emplois que vous avez actuellement, voire les emplois que vous envisagez. Si vous êtes dans des procédures de recrutement, que vous envisagez des recrutements, ça va être intéressant aussi de les prévoir en fait dans votre délibération RIFSEP.
Ensuite, vous allez avoir un travail en fait de recensement des montants de régime indemnitaire. Notamment, ça s'est fait au moment de la bascule. On est parti un peu des montants qui pouvaient exister, mais on peut aussi refaire un petit peu un recensement de tout ça quand on envisage, par exemple, de faire évoluer son régime indemnitaire. Et la dernière chose, eh ben, ça va être effectivement de définir une enveloppe budgétaire, en fait, qui va être consacrée justement à ce régime indemnitaire. Une fois que vous aurez fait tout ce travail préalable, eh bien, une des premières choses à faire et à réfléchir, ça va être les bénéficiaires en fait de votre régime indemnitaire. Donc, au niveau des textes, en fait, sont visés les fonctionnaires, qu'ils soient titulaires ou stagiaires, et les agents contractuels de droit public. Donc, les textes ne prévoient pas d'exclusion en fait des agents contractuels. Ils prévoient vraiment tous les fondements de recrutement. Par contre, il faut bien prévoir dans votre délibération quels sont vos agents éligibles, en fait. Alors, on est souvent interrogé sur les agents contractuels et la possibilité ou pas de prévoir des conditions alors tenant soit au caractère permanent ou pas du recrutement, soit à une durée d'ancienneté ou autre. Donc, nous, on a plutôt sur ce sujet-là une approche fonctionnelle, puisque, en fait, si vous vous retrouvez avec des agents qui sont dans une même situation, c'est-à-dire fonctionnaires et contractuels au niveau d'un emploi, qui occupent un emploi équivalent, il va être compliqué en fait de prévoir simplement une condition d'ancienneté qui viendrait par exemple exclure des agents contractuels. Donc il faut vraiment avoir une réflexion en fait par rapport aux tâches et aux missions accomplies, que ce soit pour les fonctionnaires ou pour les agents contractuels. Vous savez que quand vous créez des emplois, vous ne savez pas forcément au départ si l'emploi va être pourvu par un agent contractuel ou un fonctionnaire. On vient même vous préciser que dans votre délibération, vous devez prévoir si cet emploi permanent va être également une possibilité d'être pourvu par un agent contractuel. Donc, on insiste sur le fait vraiment d'avoir une approche fonctionnelle là-dessus. On en reparlera peut-être un peu plus en détail. Sinon, au niveau des bénéficiaires, vous n'avez pas non plus de distinction à faire par rapport à l'emploi, c'est-à-dire que l'emploi soit occupé à temps plein, à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel. Donc, tout est prévu. Et au niveau des cadres d'emploi, donc, comme on vous l'a dit, vu que c'est un régime indemnitaire qui a été mis en place d'abord à la fonction publique d'État, il s'est décliné dans la fonction publique territoriale au fur et à mesure de l'éligibilité des cadres d'emploi. Donc, ils sont tous prévus désormais, sauf la filière police, qui est un régime spécifique, et les professeurs et assistants d'enseignement artistique. Mais sinon, vous avez tous les cadres d'emploi qui sont éligibles. L'une des particularités du RIFSEP, c'est que vos délibérations vont définir et répartir les emplois au sein de groupes fonctions. Donc, pour pouvoir faire cette répartition, vous allez devoir établir des critères de classification des emplois. Par emploi, on prend en compte les métiers qui sont réellement exercés par les agents, tels que prévus au sein des fiches de poste, et non les grades qui sont détenus. À l'issue, vous allez définir des groupes de fonctions. Les groupes de fonctions n'ont pas de nombre minimal ni nombre maximal qui sont prévus par la réglementation. Bien que la circulaire RIFSEP au sein de la fonction publique d'État en préconise certains, ça sera vraiment la diversité des emplois et leur niveau de comparabilité qui va vous permettre de définir le nombre. Vos groupes fonctions vont être classés à minima selon la catégorie hiérarchique et ensuite il conviendra de les hiérarchiser. Les groupes 1 par catégorie renverront à les fonctions qui sont les, avec le plus de responsabilité, le plus d'expertise, voire le cas échéant les plus exigeants. Après avoir défini ces deux éléments-là, vous allez examiner les différents emplois de votre collectivité à partir de l'organigramme et des fiches de poste et à l'appui des critères de classification, en vue de pouvoir les répartir au sein des groupes de fonctions. Et la dernière étape, c'est que vous allez déterminer des montants plafonds pour l'IFSE et le CIA dans chaque groupe de fonctions, mais vous ne serez pas totalement libre au niveau des montants plafonds parce que ça se fera dans la limite des plafonds globaux des deux parts qui sont prévus par cadre d'emploi au sein de la fonction publique d'État. Et comme vos groupes fonctions sont hiérarchisés, il y aura également une progression des montants en fonction des groupes fonctions par catégorie hiérarchique. Donc les montants pour les groupes, par exemple A1, sera plus important que le groupe B2 et idem pour le B1 par rapport au B2.
on vous a projeté une proposition de tableau qu'on met dans notre projet de délibération RUFSEP parce que ça reprend bien la classification hiérarchique A, B ou C avec avec des groupes fonctions qui sont proposés, soit 2 ou 3. Et le but est vraiment d'identifier quels sont les emplois de niveau comparable par groupe fonction et ensuite de définir le montant minimum et surtout le montant maximum dans le respect du principe de parité. Pour permettre la répartition des emplois en groupe fonction, vous allez vous baser sur des critères professionnels qui sont prévus par la réglementation et pour ces derniers, vous allez affiner en définissant des indicateurs. Ces critères sont complémentaires. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre et en fonction des emplois, vous allez plus ou moins les utiliser de façon approfondie. Donc, la première famille de critères sont les fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception. Donc, vous allez vraiment définir des indicateurs sur les typologies d'encadrement. Est-ce que vous êtes sur des encadrements niveau supérieur, intermédiaire, de proximité? Ça peut être le nombre ou la diversité des agents ou des équipes encadrées et aussi des éléments sur les responsabilités exercées au sein des fonctions. Sur la technicité, l'expertise, la qualification nécessaire à l'exercice des fonctions, on va vraiment chercher à valoriser la complexité des compétences attendues pour l'emploi. Donc, il y aura des notions sur quel est le niveau de qualification, de diplôme, voire d'habilitation, la diversité des domaines de compétences. Et enfin, est-ce que le métier nécessite l'utilisation d'un logiciel métier ou de certains types de matériel ou d'outillage? Et la dernière famille de critères porte sur les suggestions particulières et le degré d'exposition du poste au regard de son environnement. Donc, ça sera plus des contraintes professionnelles, donc les risques professionnels, est-ce qu'il y a des contraintes ou des variabilités d'horaire, des éléments sur le lieu ou l'aire géographique d'affectation. Et en fonction, donc du coup, il faudra bien faire ce travail-là pour l'intégralité de vos emplois. On vous a fait un exemple d'examen pour un métier auquel on a appliqué les familles de critères avec des indicateurs qu'on propose. Donc, on est parti sur un métier d'agent technique polyvalent en milieu rural, donc dans les petites communes. Donc, si on prend la première famille de critères sur les fonctions d'encadrement, de coordination ou de conception, cet agent-là n'est pas placé en situation d'encadrement. S'agissant des responsabilités qu'il exerce, il va participer à la programmation et assurer l'entretien des espaces et des bâtiments communaux. Sur ses relations en interne, il sera en relation notamment avec l'autorité territoriale et l'adjoint en charge des travaux d'aménagement. Sur le second critère, donc la technicité ou l'expertise, en termes de niveau de compétence et de qualification attendue, on recherche pour cet emploi-là des habilitations électriques, un ou plusieurs CACES et le permis voiture, le permis remorque et le permis le poids lourd. Sur les connaissances techniques, on est vraiment sur des connaissances d'intervention en maintenance du bâtiment, en espace vert, le respect des règles, la connaissance et le respect des règles de sécurité et de la signalisation de chantier. Il n'y a pas de logiciel métier, mais de la conduite d'engin, l'utilisation d'outillage ou de matériel. Et enfin, c'est des fonctions qui ont une certaine diversité technique au regard des différents champs de compétences. Et sur la troisième famille de critères, sur les suggestions particulières, cet emploi-là a des contraintes horaires, puisqu'il est prévu qu'il y a des astreintes de déneigement. En cas de canicule, il y a de la journée continue et il y a ponctuellement du travail le samedi et le dimanche, lorsqu'il y a des manifestations sur le territoire de la commune. Il a de forts risques professionnels puisqu'il y a de la manutention, du risque de chute, que ce soit de plein pied ou en hauteur, l'agent travaille en extérieur, il peut s'exposer à des risques chimiques et il y a aussi de la conduite d'engin. Et sur l'aire de déplacement, on est sur un aire de déplacement sur le territoire communal. On est parti sur une commune qui avait un centre-bourg et différents lieux-dits. Donc cet exercice-là sera véritablement à faire pour chaque emploi de la collectivité. Et si vous voulez pousser l'exercice un petit peu plus loin, vous pouvez aussi définir une cotation arithmétique pour vos indicateurs qui vous permettra ensuite, en fonction de la valeur, de les classer dans tel ou tel groupe fonction. Sur la détermination du montant de l'IFSE par l'autorité territoriale, il y a deux éléments que l'autorité territoriale va prendre en compte. Donc, dans un premier temps, c'est l'emploi et son classement dans les groupes fonctions selon les trois critères qu'on vient de voir, ce qui va donner un montant minimum. Et ensuite, il y aura un montant qui sera plutôt modulable, qui sera lié
à l'agent et à son expérience professionnelle. Et l'IFSE que l'autorité territoriale va décider se devra rentrer, par contre, respecter le plafond global du groupe relative à l'IFSE. Sur l'expérience professionnelle va vraiment permettre de moduler individuellement l'IFSE que l'autorité territoriale va attribuer aux agents. L'expérience professionnelle est à distinguer de l'ancienneté, puisque l'expérience, c'est vraiment les connaissances ou les compétences qui sont acquises par la pratique professionnelle, alors que l'ancienneté renvoie plus au système de la carrière et notamment aux avancements d'échelon. Donc, pour permettre à l'autorité territoriale d'examiner l'expérience professionnelle, la délibération RIFSEP va devoir préciser, se baser sur des critères, sur des indicateurs qui tiendront compte notamment de l'expérience dans le ou les domaines d'intervention, la connaissance de l'environnement professionnel et les acquis de l'expérience. Donc, pour cela, vous allez définir des indicateurs sur le parcours professionnel antérieur de l'agent, le parcours professionnel antérieur, le parcours actuel, avec notamment, pourquoi pas, des notions de durée ou d'intérêt en fonction des postes, sur les formations qui sont suivies, tant en termes de formation initiale, de formation professionnelle, voire de formation personnelle, et enfin, pourquoi pas, la capacité de l'agent à mobiliser les compétences qu'il détient, à les approfondir et voire en acquérir de nouvelles. Alors, concernant l'IFSE, donc la première part du RIFSEP, il est prévu que son montant puisse être réexaminé. Donc, ça, c'est le décret qui le prévoit. Donc, il faut savoir que normalement, vous avez un arrêté annuel d'attribution et tous les ans, le montant, en fait, va être attribué à l'agent. Donc, les possibilités de réexamen, en fait, on prévoit si l'agent change en fait de grade ou de cas d'emploi. Donc, en gros, s'il a un avancement de carrière, que ce soit dans le cadre d'un changement de grade, d'une promotion interne ou suite à concours. On va prévoir aussi, si jamais il y a eu un changement de fonction ou d'emploi, donc qui sous-entend qu'il y a eu un changement de fiche de poste. Et si on n'est pas dans un cas où l'agent a changé, en fait, le texte prévoit que c'est au moins tous les 4 ans, notamment en fonction de l'expérience qui a été acquise par l'agent. Donc, comme on a vu précédemment, effectivement, toutes les connaissances qui vont être acquises sur le poste vont pouvoir permettre à l'agent d'être réévalué. Le réexamen ne signifie pas forcément une revalorisation automatique. Mais en tout cas, on doit se poser les questions à chaque fois qu'on est dans ces 3 cas. L'autre chose à évaluer pour l'IFSE, ça va être justement l'impact des absences. Donc, on a pas mal de questions là-dessus. Donc, le texte prévoit que l'IFSE est versé dès l'instant où le traitement, que l'IFSE est maintenu obligatoirement dans les mêmes proportions que le traitement. Ça, c'est le Code général de la fonction publique qui le prévoit et c'est prévu notamment pour les congés qui sont liés aux responsabilités parentales. Donc, le congé maternité, le congé paternité, d'accueil de l'enfant, etc. Par contre, au-delà de ça, le maintien, lui, il va être facultatif pour d'autres types de congés. Et donc, c'est bien dans la délibération qu'il va falloir prévoir si vous maintenez ou pas l'IFSE, dans quelle proportion. Et on en reviendra toujours au principe de parité avec la fonction publique d'État, puisqu'il y a des règles qui sont prévues dans la fonction publique d'État et que dans la territoriale, vous ne pourrez pas faire plus favorable que ce qui peut exister dans la fonction publique d'État. Et il faut bien penser à prévoir les règles dans la délibération, parce que si on n'a pas de règles, ça sous-entend qu'on n'aura pas la possibilité de maintenir l'IFSE en cas d'absence. Donc, les absences principales, ça va être toutes celles qui sont liées au congé pour indisponibilité physique. Et donc, on va retrouver le congé maladie ordinaire, longue maladie, etc. En sachant, on vous l'a mis, que pour le congé de longue durée, on ne peut pas maintenir l'IFSE puisque ce n'est pas prévu dans la fonction publique d'État. Donc, on vous a fait une diapo après pour vous reprendre un petit peu les règles et l'impact qu'il peut y avoir en cas d'absence pour ces congés pour indisponibilité physique. Donc, il faut savoir que pour le congé de maladie ordinaire, d'invalidité temporaire imputable au service, donc le CITIS, pour le temps partiel thérapeutique et pour la PPR, vous ne pouvez maintenir l'IFSE au maximum que dans les mêmes proportions que le traitement. Vous ne pouvez pas faire au-delà puisque c'est ce qui est pratiqué dans la fonction publique d'État. On vous a mis une petite précision puisque récemment, vous n'êtes pas sans savoir que la rémunération pour les congés maladie ordinaires
a changé et donc du coup le traitement est maintenu à hauteur de 90% et non plus 100% pour les 3 premiers mois d'arrêt. Donc ça, c'est une disposition qui existe depuis le 1er mars 2025, donc pour les arrêts qui sont renouvelés ou accordés à partir du 1er mars 2025. Et pour le congé de grave maladie et de longue maladie, donc vous allez fixer vos propres règles et le maximum que vous pourrez faire, c'est ce qui existe dans la fonction publique d'État, donc le maintien de 33% la première année et 60% les deuxième et troisième années, avec toujours l'impossibilité de maintenir quoi que ce soit pour le congé de longue durée. Alors, la part CIA du RIFSEP, donc le complément indemnitaire annuel, et sa détermination du montant. Donc, comme son nom l'indique et comme ma collègue avait pu vous le dire, c'est la part complémentaire du régime indemnitaire RIFSEP. Elle est pour autant obligatoire, vous devez la prévoir et prévoir un montant plafond par groupe. Donc, part complémentaire qui là va être complètement liée à l'agent, à son engagement professionnel et à sa manière de servir qui va être appréciée lors de l'entretien professionnel. Donc, 2 critères cumulatifs. On est vraiment là sur l'investissement de l'agent dans ses fonctions et sur comment il va les exercer, qu'est-ce qu'il en fait. Et finalement, ce qu'on cherche à évaluer, c'est sa valeur professionnelle, ce qui va nous permettre donc de déterminer le montant individuel du CIA et qui va être révisable donc chaque année suite à évaluation de cette valeur professionnelle. Montant vraiment individuel puisqu'on est sur la valeur professionnelle de l'agent. En aucun cas, vous pouvez verser le même montant pour l'ensemble des agents d'office. Ce n'est pas possible. Et donc, pour déterminer le montant du CIA, il vous faut du coup une évaluation concrète et objective de cette valeur professionnelle, donc avec des critères bien définis et transparents. Alors, la valeur professionnelle, on peut la définir par notamment l'investissement de l'agent dans ses fonctions, son sens du service public, sa capacité à s'adapter à son emploi et sa capacité à travailler en équipe, à coopérer ou encore à contribuer au travail collectif, etc. Votre outil principal, ça va être du coup l'entretien professionnel annuel, d'où l'importance de mener cet entretien chaque année. Parce que c'est pendant cet entretien que vous allez évaluer la valeur professionnelle donc, de vos agents, qui elle-même est évaluée selon des critères portant à minima sur 4 thèmes, qu'on vous a remis du coup, qui sont réglementaires. Ce sont les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs, les compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles, la capacité d'encadrement ou d'expertise, ou le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. Donc, à minima, ces 4 thèmes-là. Pour les agents qui n'auraient pas d'entretien professionnel, et notamment certains agents contractuels ou les fonctionnaires stagiaires qui ont un suivi particulier, rien ne vous empêche d'organiser cet entretien professionnel ou quelque chose d'équivalent. L'idée, c'est que vraiment vous puissiez évaluer vos agents sur des critères qu'ils connaissent, transparents et objectifs, et qu'il y ait un échange avec l'agent. Important d'organiser ces entretiens-là. L'impact des absences sur le CIA. Alors le CIA, on va plutôt se poser la question, est-ce que mon agent a eu une présence suffisante sur l'année pour que je puisse évaluer sa valeur professionnelle? Donc, quelle que soit son absence, que ce soit congé maladie ou autre, congé formation, ou qu'il soit arrivé en cours d'année ou parti en cours d'année, ce qu'on regarde, c'est vraiment est-ce que mon agent a été là suffisamment pour que je puisse évaluer son engagement professionnel, sa manière de servir. Si ce n'est pas le cas, pas d'évaluation possible, donc pas de versement du CIA. Par contre, si j'estime que c'est possible, dans ce cas-là, on procède à l'évaluation du montant du CIA selon les critères qu'on a fixés pour la valeur professionnelle. Et à ce moment-là, l'absence n'aura pas systématiquement une incidence sur le montant du CIA. Elle pourra éventuellement être prise en compte, mais elle ne sera pas déterminante. Enfin, dans le montant, dans la détermination du montant, ce ne sera pas déterminant et ce ne sera pas un critère exclusif. Donc, pas d'impact systématique en cas d'absence.
Et on vous a préparé une dernière diapo sur la proratisation du RIFSEP. Donc, dans votre délibération, comme on vous l'a dit, vous allez fixer des montants plafond et un montant minimum pour l'IFSE, lié à l'emploi et aux fonctions. Ces montants-là, ils sont prévus pour les agents à temps complet. Donc, quand vous avez un agent à temps non complet ou à temps partiel, ben, tout simplement, ces montants-là, pour évaluer les montants individuels, vont être proratisés en fonction de la quotité du temps de travail. On vous a mis un petit exemple pour un temps non complet à 17h50 et un temps partiel à 50%, et vous voyez que les montants sont divisés donc par 2. Voilà pour la proratisation. On a terminé du coup la présentation. Après, on vous a remis les références juridiques. Le code général, le décret sur le RIFSEP, la circulaire et la décision aussi du Conseil constitutionnel qui nous rappelle que c'est bien une prime en 2 parts avec le CIA. Et ensuite, on vous a mis aussi nos références documentaires. Donc, vous avez une fiche BIP disponible. Si vous n'avez pas les codes BIP, vous pouvez nous faire un mail pour les demander. Et vous avez aussi à votre disposition, en nous contactant, des modèles de délibération et d'arrêté d'attribution de l'IFSE et du CIA. Merci. Sur les modèles, effectivement, ils ne vous sont pas mis à disposition sur le site pour pouvoir justement avoir des temps d'échange aussi et permettre que ces modèles ils soient adaptés à vos situations. Il ne faut pas hésiter à contacter le service pour être accompagné dans la mise en œuvre de votre politique indemnitaire et pour qu'on puisse refaire un point avec vous sur les démarches à mener, d'où vous partez, ce qu'il faut faire. Je vous propose qu'on passe aux questions maintenant. Donc, si possible, en privilégiant la conversation, je vais dire la première, je vous laisserai répondre. Faut-il redélibérer suite aux nouvelles règles à compter du 1er mars si on n'avait pas précisé que le régime indemnitaire suivait le traitement? Donc là, on fait référence à l'abaissement du maintien du traitement à hauteur de 90% sur les 3 premiers mois de congé de maladie ordinaire. Donc, normalement, il n'y a pas d'obligation forcément à redélibérer dans le sens où, normalement, c'est la loi qui s'applique, si vous voulez. Donc, dans tous les cas, normalement, vous ne pouvez pas maintenir au-delà de 90% du traitement. Donc, même si votre délibération le prévoyait forcément pas, puisque le texte n'était pas sorti, normalement, dans tous les cas, ça s'appliquera. On n'a pas eu encore de note ou de circulaire pour l'instant le précisant. Donc, si jamais il y a quelque chose qui est fait, on vous tiendra informé, bien sûr. Quel est l'impact sur le RIFSEP si un agent titulaire n'a pas eu depuis plusieurs années d'entretien professionnel? Alors, sur le RIFSEP, donc normalement, l'entretien professionnel, il est censé être là pour déterminer le montant du complément indemnitaire annuel, en fait. Donc, déjà, sur le montant d'IFSE, logiquement, l'agent est classé dans un groupe de fonctions. Donc, normalement, entretien professionnel ou pas, ça ne va pas venir impacter logiquement son montant d'IFSE. Par contre, sur le complément indemnitaire annuel, c'est plus problématique. La question à se poser, c'est pourquoi il n'y a pas d'entretien professionnel. Sur le sujet de la proratisation en fonction du temps de travail, une question autour de la proratisation en cas de temps partiel avec les bonifications de rémunération et notamment avec l'exemple du temps partiel à 80%. Est-ce que la proratisation se fait sur la quotité de travail ou sur la quotité de versement de la rémunération? De versement de la rémunération. Du coup, ça sera 6/7. Oui. Ou 32, 35e. Oui, 90%. 90%. Concernant l'intégration de l'indemnité de régie à l'IFSE, comment se passe-t-il si un agent ne conserve pas sa régie? Doit-on ensuite réduire le montant de son IFSE? Tout dépend ce que vous avez prévu sur l'indemnité de régie. Est-ce que vous avez prévu une IFSE additionnelle qui est attribuée à l'agent s'il exerce les fonctions? Et dans ce cas, s'il n'exerce plus les fonctions, vous pouvez enlever l'attribution. Après, si c'est sur un montant, dans le montant initial, la diminution d'une IFSE, c'est plutôt lié à l'expérience professionnelle. Donc, du coup, qu'est-ce qui ferait que votre agent a perdu en termes d'expérience professionnelle du fait de la perte de la régie? Pour élargir un petit peu ce champ de réflexion, cette notion d'IFSE additionnelle, elle est assez intéressante pour venir
couvrir un certain nombre de fonctions qui ne sont pas inhérentes à l'emploi occupé par l'agent, mais qui peuvent être amenées à être exercées à un moment donné au cours de la carrière. On peut penser notamment aux fonctions d'assistant de prévention ou de maître d'apprentissage. Donc, des éléments qui ne sont pas inhérents au poste occupé en tant que tel, mais qui viennent s'ajouter aux fonctions de l'agent. Donc, vous pouvez compléter en fait votre cadre indemnitaire en créant des IFSE additionnels sur les fonctions de régisseur, d'assistant de prévention, de maître d'apprentissage et autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, a priori, pas d'autres questions. Bon, bah, écoutez, merci à tous. De toute façon, n'hésitez pas à revenir auprès du service conseil statutaire. Ah, si, il y a eu une réforme qui impacte l'IFSE Régie. Quid de cette réforme? Alors, je pense qu'il faudrait, voilà, il faudrait développer votre question parce que comme ça, je ne vois pas à quoi vous faites référence. Vous pouvez essayer de prendre la parole, hein, je ne garantis pas que le son marche, mais... Oui, bonjour. Bonjour. Je pense qu'en 2023, il y a eu une réforme en fait en ce qui concerne les régisseurs. Il se trouve que leur responsabilité, en fait, au niveau de l'assurance, il y avait eu une évolution. Je ne sais pas si vous en avez eu écho ou pas du tout. Donc, il faisait justement qu'il y avait moyen soit de retirer cette IFSE Régie là parce qu'ils n'avaient plus, enfin, ils n'étaient plus engagés en fait sur leur denier. Et donc, du coup, certaines collectivités. Comment? En fait, il ne faut pas confondre deux choses différentes. Ah, voilà. L'IFSE liée à la fonction de régisseur, elle est versée parce que l'agent a une charge de travail et une responsabilité spécifique liée à la tenue de cette régie. Ce dont vous faites référence, c'était la couverture qu'il devait prendre pour s'assurer pour l'exercice de session. Même si le régime de responsabilité a changé, les fonctions de régisseur, elles existent. Et ce que vous mettiez en place, ce n'était pas nécessairement la compensation de l'obligation pour l'agent de s'assurer pour exercer cette fonction. Il n'y a pas d'autres questions? Si. Alors, sur les modèles de délibération, on ne vous transmettra pas les modèles de délibération d'autres collectivités de toute façon. Vous pouvez peut-être éventuellement en trouver sur Internet, mais bon, je vous déconseille. Et c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, le modèle n'est pas mis à votre disposition. Particulièrement en matière indemnitaire, il est compliqué d'aller transposer à l'identique des choses qui se font dans la commune d'à côté ou dans l'intercommunalité d'à côté, puisque ce qu'on a cherché à vous montrer, c'est que c'est une politique indemnitaire qui se définit en tenant compte exclusivement de votre cadre et de votre organisation à vous. Typiquement, si on prend le métier d'agent technique polyvalent d'une commune à une autre, eh ben, ce n'est pas le même métier, les agents n'ont pas les mêmes fonctions, ils n'ont pas les mêmes responsabilités, ils n'ont pas les mêmes contraintes. Donc, le copier-coller sur ce sujet-là tout particulièrement, il est très difficile à faire. Donc, c'est vraiment des délibérations au cas par cas. Et surtout, on est à votre disposition. Il ne faut pas hésiter si vous souhaitez échanger sur la classification de vos emplois, la codification, la comparaison entre filières, parce que effectivement, c'est pas évident pour vous. On est à votre disposition, mais par contre, on ne mettra pas à disposition de modèles qui viennent d'autres collectivités. Alors, quand un régisseur perçoit déjà une NBI Quand un régisseur perçoit déjà une NBI car sa régie est de plus de 3 000 €, est-ce que l'IFSE Régie ne fait pas doublon? C'est ce que tu avais dit dessus. Je ne suis pas sûre qu'il vous ait entendu. C'est possible de les cumuler du coup. Il y a pas de... Comme auparavant, en fait, la NBI existait déjà, est cumulée avec l'indemnité. Donc aujourd'hui, vous pouvez percevoir la NBI au titre de vos fonctions de régisseur et avoir une IFSE ou une part d'IFSE dédiée à cette fonction-là.
Pas d'autres questions? Une définition du terme suggestion de l'emploi. Alors, on peut peut-être revenir déjà. On va revenir sur la diapo. On a essayé du coup de vous l'illustrer, cette notion de suggestion. Donc, on vous parle déjà de suggestion particulière et de degré d'exposition du poste à un certain nombre d'éléments. Ça va vraiment être, entre guillemets, on va dire, des contraintes qui vont venir affecter particulièrement cet emploi-là. Et vous avez du coup, dans l'exemple qui vous a été donné, des illustrations de ces contraintes. Les contraintes ou les suggestions, elles vont être vraiment variables d'un emploi à l'autre. Une collectivité. Et vous pouvez avoir en fait derrière cette définition des choses qui vont être vraiment très spécifiques au métier exercé. Donc on pense assez classiquement à tout ce qui va tenir au cycle de travail de l'agent. Donc ce que vous retrouvez là sur la notion d'astreinte, de journée continue, ou au contraire de journée fractionnée, de grosse amplitude horaire. Ça, c'est une vraie suggestion, mais vous pouvez aussi avoir des choses qui vont être liées effectivement à l'exposition, marquées à certains risques, le travail en extérieur, les risques chimiques, mais d'autres risques qu'on identifie peut-être moins, le travail avec du bruit en continu quand on est avec les enfants ou en contact direct avec du public. Donc c'est vraiment vous dans la comparaison de vos emplois. Le travail isolé, oui, peut être aussi un risque éventuellement qui peut être pris en compte pour considérer que c'est une suggestion qui nécessite une différenciation par rapport à d'autres emplois. L'idée de ces 3 critères qui vous sont rappelés sur cette diapo, c'est vraiment de pouvoir comparer vos emplois entre eux aussi au moment de la définition de vos groupes fonctions. Et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'entre un premier regard sur, je ne sais pas moi, le niveau de comparaison et de technicité de votre ATSEM et de votre adjoint technique polyvalent, peut-être pas au titre des mêmes critères, mais par contre, dans l'ensemble, ces emplois-là, ils relèveront du même groupe fonction parce que quand vous cumulez les différents items, vous vous rendez compte que l'exposition de vos agents, même si c'est des métiers complètement différents, les ramène sur un niveau de régime indemnitaire qui peut relever du même groupe fonction. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre cette comparabilité-là entre vos emplois. D'autres questions? Alors, comme habituellement, vous aurez à disposition du coup le support de présentation et la vidéo. Pour les collectivités que ça peut intéresser aussi, vous pouvez éventuellement aujourd'hui faire appel au service conseil en organisation pour pouvoir vous accompagner, alors peut-être dans la restructuration aussi de votre politique RH dans la globalité, si vous n'avez pas tous les outils qu'on a pu évoquer, que ce soit l'organigramme, les fiches de poste, les comptes rendus d'entretien professionnel. Et sinon, pour pouvoir mettre en place cette démarche, notamment pour les collectivités qui ont beaucoup d'agents, donc beaucoup d'emplois différents, et de pouvoir prendre un temps un peu plus long pour travailler sur cette comparabilité des emplois. Le service conseiller en organisation peut aussi éventuellement vous accompagner à structurer cette démarche-là. Une question arrive entre-temps. L'IFSE, si nous comprenons bien, peut être proratisé au moins en fonction des absences, type arrêt maladie ordinaire. Et pour les AT, maladie pro. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans votre délibération, vous devez prévoir en fait quels vont être l'impact des absences. Et comme on vous a rappelé, c'est toujours en fonction du principe de parité, puisqu'il y a des règles qui sont prévues dans la fonction publique d'État et que vous ne pouvez pas appliquer des règles qui seraient plus favorables. Donc l'IFSE, par exemple, vous pouvez prévoir quand il y a une absence pour du congé maladie ordinaire, l'impact qu'il va y avoir sur le versement de l'IFSE, à partir de combien de jours d'arrêt et quel va être l'impact. Tout type de congé. Les seuls où en fait il n'y a pas d'impact, c'est les congés qui sont liés à la parentalité. Là, c'est prévu que c'est maintenu, l'IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement. Dès l'instant le traitement est maintenu, il n'y a pas d'incidence sur le versement de l'IFSE. Mais pour les congés pour indisponibilité physique, vous allez venir prévoir vos règles dans votre délibération. C'est peut-être l'occasion de
de revenir un peu sur les 90% un traitement maladie ordinaire, puisqu'on a été interrogé par quelques collectivités qui commencent à avoir eu l'information qu'il serait possible de maintenir 100% du régime indemnitaire sur ces 3 mois-là. Aujourd'hui, c'est une information qui n'est pas fondée juridiquement. Le principe de parité fait qu'il n'est pas possible de maintenir 100% du régime indemnitaire à un agent qui va être placé en congé de maladie ordinaire, rémunéré à 90% de son traitement. Donc attention aux informations qui circulent en la matière ces jours-ci. Alors généralement, à chaque fois que je dis qu'il n'y a plus de questions, il y en a une qui arrive. Si ce n'est pas le cas, je vous propose qu'on mette un terme du coup à cette matinale et je vous remercie pour votre attention.